On quitte l'endoscopie, mais on va y rester par le biais d'autres instruments. Je vous rappelle qu'il existe, décerné par l'Académie nationale de chirurgie, un prix de chirurgie mini-invasive ou d'endoscopie interventionnelle qui est doté par l'IRCAD. Et donc, sur la table, vous voyez tous les prix qu'il y a. Vous êtes combien dans la salle? 8 ou 10? Bon, voilà. Vous, normalement, il y en a un pour chacun d'entre vous. Ainsi, vous sortez. Ils sont tous dans la page. Donc, avec le nombre que vous êtes, vous pouvez tous avoir un prix qui va vous payer une année de master. Donc, n'oubliez pas, prenez toutes ces feuilles d'information. Donc maintenant, Monsieur Prorel va nous parler des collaborations qu'on a avec sa société Medtronic. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc là, je vais vous parler plus généralement des interactions spécifiques que vous pouvez avoir dans votre quotidien et comment ça se passe. Et donc, pour votre information, donc peut-être les gens ne sont pas encore au courant, donc Covidien, Medtronic. Covidien et Medtronic ont fusionné récemment. Donc maintenant, le nom de l'entreprise, c'est Medtronic. Et ici, vous avez en avant-première le nouveau logo qui n'a pas encore été communiqué avec la nouvelle vision. Donc, juste ensemble, enfin plus loin ensemble, c'est vraiment, ça ne veut pas dire ensemble Covidien Medtronic. Ça veut dire Medtronic, la nouvelle entreprise, ensemble avec vous, la communauté médicale, pour devenir vraiment un partenaire dans votre quotidien et travailler ensemble. Et donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est très important puisque ce partenariat, cette collaboration, comme disait M. Franco, ça devient de plus en plus important et il faut que ce soit fait correctement. Donc, le maître mot de la collaboration qu'on peut avoir avec vous, c'est vraiment éviter toute suspicion, tout problème, puisqu'on a vu récemment quelques scandales qui ont émergé avec entre des entreprises et les professionnels de la santé. Donc la lutte contre la corruption, c'est vraiment le maître mot de nos relations. Et donc le principe qui est ici, c'est que nous, en tant qu'industrie de santé, on ne doit pas vous influencer de quelque manière que ce soit pour acheter ou prescrire nos solutions, mais vous aussi, vous n'avez pas le droit de les accepter. Ça, c'est la base, c'est que les règles, c'est bien sûr dans les deux sens. Donc voilà. Ah, ça a un peu changé. Donc là, il y a une loi qui est dans le Code de la santé publique qui stipule très clairement qu'il est interdit de notre part de vous donner, mais surtout aussi de vous proposer, c'est-à-dire que même si ça n'a pas été fait, mais qu'on a vu qu'il y a des preuves que ça a été proposé, la loi l'interdit. Et vous n'avez pas le droit, hein, c'est interdit. Oui, c'est dans l'autre sens, que c'est interdit de les recevoir, bien sûr. Et donc, tout type de paiement, bien sûr, est interdit directement s'il n'est pas justifié. Et tous les avantages en nature, bien sûr, les cadeaux, les invitations en vacances, dans les spectacles, les voyages, vous le savez sans doute, c'est interdit de les accepter. D'accord ? Mais ça, je pense que vous le savez. Et donc, ça, c'est pas juste une loi, c'est qu'il y a beaucoup de textes depuis pas mal d'années qui ont évolué et qui font que toutes ces relations sont strictement encadrées. La plus emblématique et la plus connue, c'est la fameuse loi Bertrand, qui a étendu cette interdiction non seulement aux praticiens, mais aussi aux étudiants, aux associations, et qui a mis en place le principe de transparence. D'accord ? Donc ça, c'est les lois. Et à côté de ça, il y a les codes spécifiques de l'industrie de santé. Donc je ne sais pas, est-ce que vous savez ce que c'est que Eucomed ? Vous savez ? Donc Eucomed, c'est le groupe, c'est l'association des industries de santé européennes. Donc les industries de santé se sont mis en groupe et ont défini des codes internes que nous-mêmes nous soumettons
par rapport aux interactions. Et donc, toutes les entreprises de santé qui adhèrent à Eucomed sont obligées de suivre ce code. Donc là, la plupart des entreprises en Europe y adhèrent et donc sont soumises aux règles. Donc, il est interdit de faire des cadeaux, il est interdit bien sûr d'accepter des avantages, mais il y a certaines conditions, dans certaines conditions, on a le droit d'interagir ensemble bien sûr, et il y a ces 4 exceptions que vous voyez listées, la recherche et l'innovation, et l'évaluation des dispositifs, donc M. Franco en a déjà un peu parlé, tout ce qui est hospitalité, tout ce qu'on appelle les relations normales de travail, et tout ce qui est formation médicale continue. Donc je vais vous expliquer rapidement comment ça se passe. Hospitalité. Donc l'hospitalité, c'est en gros l'hospitalité, c'est vous prendre en charge au niveau des voyages, de l'hôtel ou des repas. Donc tout ça, c'est très encadré. On a le droit de le faire lorsque vous allez à une manifestation professionnelle, strictement professionnelle en relation avec votre activité, et cette hospitalité doit être vraiment cantonnée à cette manifestation. C'est-à-dire que même si lors d'un congrès ou lors d'un événement de formation, il y a la veille un spectacle au Moulin Rouge, je ne sais quoi ici, on n'a pas le droit de vous le payer, bien sûr. Ça, c'est interdit. Vous n'avez pas le droit aussi de venir avec votre conjoint ou vos enfants ou vos parents. La prise en charge, c'est que pour le professionnel de santé. Et donc, là, comme vous voyez, la conclusion, c'est que l'hospitalité doit être prise en charge, doit être strictement liée à la durée de l'événement. Ça, c'est très important aussi, puisque si on vous envoie sur une formation et que vous dites j'ai de la famille là-bas, je fais la formation et je veux rester une semaine de plus, ça, c'est pas possible. Là, par exemple, on vous prendra en charge que l'aller et une nuit d'hôtel, par exemple, qui correspond à la formation. Ça, on a souvent des demandes des chirurgiens dans ce sens-là, donc ça, c'est impossible. Qu'est-ce qu'on appelle relations normales de travail? C'est les relations normales entre des personnes comme nous qui fabriquons et commercialisation des dispositifs médicaux et vous, la société, la communauté médicale qui les utilisez. Donc, les relations normales, c'est la formation, c'est des activités de consulting, c'est la participation à des groupes de réflexion. Donc, par exemple, avec l'Académie, on a mis en place l'année dernière une réunion d'experts sur le suivi des patients après chirurgie de l'obésité. Donc là, on avait réuni des chirurgiens, des diabétologues, des nutritionnistes. Donc ça, c'est vraiment pour réfléchir ensemble à comment améliorer telle ou telle prise en charge ou telle procédure. Donc vraiment, la réflexion scientifique. Tout ce qui est conférence, donc intervention dans les congrès. Donc par exemple, si on engage un speaker pour parler sur un de nos symposiums satellites, là bien sûr on peut le prendre en charge puisque c'est clairement défini que c'est une relation professionnelle. Et après il y a d'autres activités comme de la recherche bibliographique, la formation aussi pour nos vendeurs. Des fois, si on veut que nos vendeurs connaissent plus telle ou telle chirurgie, enfin l'abord mini-invasif de la chirurgie colorectale, on peut faire venir un chirurgien qui va leur expliquer pour qu'ils comprennent mieux. Et donc, tous ces événements-là, pour que vous puissiez être pris en charge, doivent être, comme on dit, à l'initiative de l'entreprise et pas à la vôtre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas nous dire j'aimerais faire ça, est-ce que vous pouvez me le payer? Donc c'est quelque chose que nous, on vous demande. Ça doit bien sûr correspondre à un réel besoin et le travail effectif est rémunéré sur un barème horaire mis en place par notre service juridique et validé. D'accord? Et tout ça, il y a des contrats et avis au Conseil de l'ordre avant. Ça, c'est très important. Puisque, par exemple, si on envoie quelqu'un en formation, on doit le déclarer plus d'un mois avant et l'ordre donne un avis négatif ou positif. Est-ce que c'est clair? Vous avez des questions? Autre exception, donc ça a été déjà abordé tout à l'heure, tout ce qui est investigation clinique.
Donc là, on parle plus des études cliniques à proprement parler. Donc nous, en tant qu'industriels, on peut soutenir la recherche et plus spécifiquement ce qu'on appelle Investigator Sponsored Research, c'est-à-dire que vous, en tant que chirurgien, vous avez une idée d'étude clinique, vous avez un protocole, vous voulez démontrer ceci ou cela, vous pouvez nous approcher pour qu'on supporte votre recherche. Et comment ça se passe? C'est-à-dire que là, c'est Investigator Sponsored Research. Donc, vous êtes les investigateurs et c'est votre étude clinique. Vous nous demandez juste un soutien. Donc, vous nous la soumettez vous-même. Il y a un système mis en place, c'est-à-dire que ce n'est pas moi ou ce n'est pas le commercial qui va la soumettre. C'est vous, puisque c'est votre étude. Elle est revue, votre étude, par notre comité, enfin par plusieurs comités internes, donc, qui réunissent les affaires cliniques, les affaires médicales, le légal, pour voir, nous, quand même de notre côté, si c'est quelque chose qui va dans le sens de notre stratégie et de notre vision de ce qu'on veut faire. Et si c'est approuvé, vous lancez votre étude, mais vous la faites tout seul. Nous, on donne un support, donc le support, ça peut être des produits, ça peut être de l'argent si vous devez engager un arc ou quelque chose comme ça. Mais au final, c'est vous qui faites l'étude, elle vous appartient et vous êtes indépendant. C'est-à-dire que nous, une fois que c'est validé, on ne peut pas vous dire, après une fois qu'on a les résultats, on ne peut pas dire, bon, les résultats ne sont pas vraiment en rapport avec ce qu'on attendait, donc ne communiquez pas. Ça, c'est non. Une fois qu'on l'a validé, vous faites ce que vous voulez avec, une fois que vous avez les résultats. Bon, le gros de ce qu'on fait et le gros des rapports qu'on pourra avoir avec vous aussi, c'est tout ce qui est formation. Donc le Code de la santé publique dit qu'il n'est pas interdit à l'industrie de financer la formation des professionnels de santé. Donc chez nous, chez Covidien, donc chez Medtronic maintenant, cette formation dépend du département des affaires médicales. Donc c'est le département pour lequel j'ai la responsabilité en France, puisque le but, c'est vraiment qu'il y ait une dissociation entre les ventes et des activités comme ça, pour qu'il n'y ait pas de suspicion qu'on envoie quelqu'un en formation parce qu'il y a un appel d'offres, ou parce qu'il nous a promis en douce que si on lui payait telle formation, il achèterait le produit ensuite. Et de notre côté, cette séparation des services est là aussi pour s'assurer que le choix d'un site expert chez lequel on envoie des gens n'est pas lié au fait que c'est le plus gros client, que c'est le plus gros consommateur et qu'il a une condition. Vous m'envoyez des gens en formation et puis je continue à être votre client privilégié. Donc le but, c'est que mon département s'assure que les formations ont un intérêt scientifique, que les profils des gens qu'on envoie sont adaptés et que ça va leur apporter quelque chose dans leur pratique. Mais je n'ai pas le droit, moi, par exemple, d'avoir un message d'un délégué qui dit « envoie-le en formation parce que c'est mon plus gros client ». Ça, je rejette directement, c'est interdit. OK ? Et enfin, ce qui est très important, c'est la notion de transparence. C'est-à-dire que tout ce qu'on va faire avec vous va être accessible publiquement à n'importe qui. Et nous avons l'obligation de le référencer et de transmettre toutes les informations aux autorités compétentes. Donc que ce soit des avantages spécifiques, c'est-à-dire qu'on saura qu'on vous a payé l'hôtel telle nuit pour telle formation, qu'on vous aura payé un repas tel jour pour tel but, mais aussi l'existence de conventions, c'est-à-dire que quand on a des contrats de partenariat avec une association ou avec n'importe quel contrat de partenariat, comme avec l'Académie, c'est aussi listé sur le site, puisque les gens doivent savoir ce qui se passe entre telle association, telle société savante, avec l'industrie. Donc c'est pas seulement avec les professionnels de santé, comme je disais, individuels, c'est avec toutes ces personnes ou personnes morales. Et donc, ça vous le savez sans doute, mais donc il y a le site internet qui est accessible à tout le monde, et c'est-à-dire vos patients pourront aller, avant de vous voir, ou même s'ils se posent la question, dire j'aimerais bien savoir, mon chirurgien, quelles sont ses interactions avec l'industrie. Donc il peut chercher par entreprise, par personne, ou faire des recherches
plus précises. Donc ça, il faut bien que vous l'ayez en tête, c'est que tout ce que vous ferez avec nous sera listé. Et donc, la manière de réfléchir, donc à la fois nous en interne et vous, je pense, en externe, c'est de se dire, est-ce que si cette intention que j'ai est rendue publique, est-ce que je serai à l'aise avec ça? Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête, puisque le maître mot, c'est vraiment éviter toute suspicion et tout conflit d'intérêts qui peuvent avoir après des conséquences pénales pour vous et pour nous aussi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ou pas? Oui, merci. Bon, je pense que vous avez vraiment bien éclairci toutes ces... Ça, c'est très intéressant pour nous. On voit qu'on a quand même beaucoup d'interactions avec l'industrie. C'est normal, bien sûr. Hein. Moi, j'ai une anecdote. On a un pape de la virologie à Lyon. Ce praticien a été attaqué dans les journaux parce qu'il collaborait avec l'industrie. Bon, si vous êtes virologue de haut niveau, vous ne pouvez que collaborer avec l'industrie. Voilà, c'est pas une tare, c'est pas une maladie, c'est pas honteux, mais il faut que ce soit déclaré et qu'il y ait des conventions, que ce soit clair. Et je pense qu'on a quand même encore tendance, nous, à ne pas déclarer les conflits d'intérêts, comme quand vous savez, quand on présente maintenant dans les congrès, on doit déclarer un conflit d'intérêts. Conflit d'intérêts, ça ne veut pas dire qu'on est acheté, qu'on est malhonnête, hein, ça veut dire qu'on a une collaboration. Donc il faut vraiment le dire clairement. Est-ce qu'il y a des commentaires? Oui. Merci beaucoup. Je suis Marina Samazik de Brottier, donc de l'industrie. Merci beaucoup. Je trouve que ça devait être répété partout, ce topo, parce qu'un peu le ministère nous a laissé comme ça, l'industrie, à former les praticiens, qui, quand on arrive et on dit, vous savez, votre nom va être sur notre site parce qu'on vous a payé, les gens nous regardent, pourquoi ça, etc. Donc, c'était pas du tout communiqué comme il fallait. Donc nous, on a eu pas mal d'expériences difficiles avec les gens en disant d'un coup, on va vous mettre sur le site. Et ce qui est important à savoir aussi pour les jeunes gens, les gens viennent vers nous nous demander, par exemple, l'hospitalité 2 semaines avant un congrès. Et ils nous disent, je dois partir dans 2 semaines. Il faut passer aussi par l'ordre des médecins. Il faut avoir l'approbation ou avis de l'ordre des médecins. Ça prend du temps. Donc il faut avoir au moins 2 à 3 mois avant, si vous demandez quelque chose, il faut penser assez tôt pour ne pas demander juste la veille, c'est pas possible. Et il y a aussi dans la loi Bertrand, si c'est une collation où on prend un sandwich avec vous moins de 9,9 €, vous n'êtes pas sur le site. Voilà. Oui, un café, ça passe. Voilà, un café passe. Ça dépend combien de croissants on a mangé. C'est étonnant. Et je tiens vraiment à remercier à l'industrie pour ces 2 journées, parce que déjà, excellent programme, je pense, pour les jeunes, et surtout pour nous, pour pouvoir montrer qu'il y a maintenant une chasse des sorcières, des ogres, etc. Cette collaboration entre l'industrie et les professionnels de santé est très mal vue. Or, si ce n'est pas bien fait vraiment, et si on ne continue pas, il y aura beaucoup moins d'avancées de 2 côtés. Et pour ça, c'est bien de parler de cette transparence et de voir les manières, comme on disait tout à l'heure, de voir comment vraiment travailler ensemble dans le bon sens et sans abus, bien sûr, qui était parti trop. Donc tout ça, c'était une claque parce qu'on abusait aussi. Voilà. Et juste pour compléter sur Eucomed, puisque je voyais que les gens ne savaient pas forcément ce que c'était. Eucomed, par exemple, pour vous donner un exemple, quand il y a un congrès, le congrès est soumis à Eucomed et selon différents critères, la localisation, le contenu scientifique, s'il y a des choses autour, si c'est aux Bahamas ou si c'est... voilà, Eucomed met une approbation ou un refus, c'est-à-dire que s'il y a un refus, les adhérents d'Eucomed ne peuvent pas payer, participer à l'envoi de chirurgiens avec l'hospitalité, etc. Donc c'est vraiment des règles que nous, en interne, on se fixe pour s'assurer que si quelqu'un va à un congrès, ça reste pour le côté scientifique uniquement.
Ok. Oui, j'ai juste une question rapide concernant la formation médicale continue et l'aide que vous pouvez apporter en tant que laboratoire. Est-ce que cette aide ne concerne que des formations utilisant le matériel du laboratoire en question, ou est-ce que ça peut être plus général? Je pense notamment à la semaine de formation chirurgicale à l'IRCAD, parce que c'est plus de 1 000 €, je crois que c'est 3 000 € la semaine. Savoir, est-ce qu'on pouvait être aidé pour cette formation et est-ce qu'il y a un montant maximum? Alors, nous, ça dépend un petit peu de la philosophie des entreprises. Par exemple, nous, chez Covidien, on a comme philosophie qu'on n'envoie pas de gens, enfin de professionnels de santé, sur ce qu'on appelle des third parties, c'est-à-dire organisés par quelqu'un d'autre que nous. Mais d'autres entreprises, comme Storz ou d'autres, le font. Ça, c'est vraiment une philosophie propre à l'entreprise. L'exemple de l'IRCAD, c'est que nous, Covidien, on est partenaire de l'IRCAD, donc ça, on envoie des chirurgiens sur les cours de l'IRCAD, puisque on considère qu'on est partenaire, donc on peut le faire. Mais vraiment, oui, la formation, ça peut être sur différents types d'événements et pas que sur les événements propres, selon la politique de l'entreprise. Et qu'est-ce que vous faites si l'ordre de médecin refuse? L'ordre des médecins, c'est un avis. C'est un avis, oui, c'est pour ça. Un avis. On peut aller contre. Le problème est que si on a beaucoup d'avis négatifs... C'est-à-dire que l'avis négatif, vous le recevez en votre nom par lettre chez vous. Et nous aussi, on reçoit un avis négatif de la part de l'ordre. Donc après, chacun fait... on prend les responsabilités, mais il y a ce côté. Une formation comme par exemple à l'IRCAD qui est... si elle est sponsorisée par Covidien parce qu'ils essayent leur pince, ils veulent vous apprendre, c'est une formation qui ne sera pas validée comme formation continue universitaire, parce qu'on n'a pas le droit de le valider, mais c'est tout à fait... C'est bien que vous appreniez à vous servir d'une pince de bonne qualité, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de problème, et si c'est transparent, si c'est déclaré, etc., il n'y a pas de souci. Une autre question? Oui, c'est juste une précision. Vous avez parlé des délais avant lesquels on doit signaler faire une demande de financement pour un congrès ou autre. Et je crois que les délais sont différents selon les industriels et c'est assez flou. Est-ce que vous pouvez nous préciser ça? Il y a le délai du CNOM, c'est de mémoire. Nous, on fait 6 semaines à l'avance pour être sûr, mais le délai, c'est... Voilà, je crois que le maximum, c'est 1 mois et 1 jour avant le début de l'événement. Et après, en tant qu'industriel, on met différents critères. Mais nous, par exemple, c'est 6 semaines à l'avance pour être sûr d'avoir la déclaration dans les temps. Monsieur Brun. On additionne ce qui est le travail interne. On doit faire procéder tout ça et envoyer à l'ordre et attendre la réponse de l'ordre. Et après, vous répondre. Pour nous, c'est 2 mois. On a 2 mois minimum. On peut pas faire ça. Un tout petit point concernant donc la société Karl Storz. Nous, effectivement, on peut prendre en charge tout ou partie de certains déplacements. Ce qu'on cherche à voir, c'est est-ce que le module correspond à une progression dans l'acquisition de connaissances ou qui soit aussi pratique, parce qu'il y a beaucoup d'ateliers. Et pour nous, c'est important que une chirurgie soit pas faite la première fois avec des instruments qu'on ne connaît pas. Donc, nous, on décide et on pense que c'est très bénéfique, par exemple, d'envoyer un chirurgien à l'IRCAD ou ailleurs, au CICE, peu importe. Donc, on le fait. Les délais, il faut effectivement s'y prendre à l'avance. Il vaut mieux 4 mois que 2 mois. Voilà. Parce qu'on a aussi des revues en interne, on doit faire des arbitrages parfois, et puis il y a l'obligation légale, et puis il y a le temps aussi. On n'a jamais eu de réponse négative de l'ARS, donc je ne peux pas vous dire ce qu'on fait dans ce cas-là, mais j'en ai jamais reçu à ce jour. Nous, on a... Ah bon? Nous, c'est plus, voilà, quand c'est des questions de délai, c'est l'avis négatif. On n'a jamais reçu non plus d'avis sur le contenu, mais des fois, il y a les délais qui font que quand c'est en retard, c'est